Promu général de brigade le 24 janvier 1983, puis général de division le 7 septembre 1987, l'homme du 15 avril met en chantier la Société de développement, un organe consultatif dénommé CND, le Conseil national de développement, qui sera mis en place en août 1983. Fort de 150 membres, cette première assemblée délibérative était appelée à se transformer en une assemblée constituante. Pour ceux qui ne le savent pas, le général Kounti a annoncé la mise en place d'une société de développement au Niger dans son message à la nation d'août 1974. Après la mise en place des structures dont j'ai parlé, il fallait maintenant créer des institutions nouvelles. Et ça a été le travail confié à une commission nationale de plusieurs membres, commission présidée par le colonel Moumouni Jarmoko, qui en parlera beaucoup mieux que moi, lui et ceux qui ont collaboré avec lui. Et cette commission a parcouru tout le Niger. Ses membres sont allés dans nos villages, nos campagnes, nos campements, pour discuter, causer, recenser les attentes des populations. Et cela a duré de 1979 à 1983. Nous étions fiers, on avait des témoignages de satisfaction. Le monde courait pour venir voir ce qui se passe au Niger, notamment la société de développement que Kounti a eu à initier dans son pays et que les autres couraient au Niger pour venir voir ce que c'est que cette voie nouvelle de développement qu'est la société de développement. La société de développement a été érigée du sommet à la base, du sommet de l'État à la base. Au sommet, on retrouvait le CND, puis au niveau des régions, le CRD, le Conseil régional de développement, le Conseil sous-régional de développement, le Conseil local de développement et le Conseil villageois de développement, qui regroupaient des représentants de l'ensemble des couches sociales pour réfléchir sur des problèmes qui se rapportent au développement du pays en vue de faire des recommandations au gouvernement, permettre au gouvernement de prendre les décisions. Le Conseil de développement faisait les propositions et le gouvernement finalisait les choses en décision. C'est très démocratique, effectivement, mais bon, ce n'est pas la démocratie d'aujourd'hui, mais c'était très démocratique. Pourquoi? Parce que, en fait, le souci de l'instauration de la société de développement et de s'écarter des modèles importés. Il fallait s'appuyer sur les réalités nationales, les valeurs nationales pour créer ces structures de participation au développement, pour maîtriser le développement, pour créer, disons, une espèce de dynamique nouvelle pour le développement. Et là, il avait réussi parce qu'il y avait des gens, des pays frères, qui étaient venus s'inspirer de notre modèle et qui avaient pris parfois certains de nos projets qu'ils ont réalisés chez eux, mais que nous, on était restés encore au niveau de l'organisation. Mais comme l'expérience n'avait pas été loin avec son décès, malheureusement, c'est d'autres qui ont utilisé les résultats de toute cette réflexion-là. Même si la nomination des civils et la création du CND présageaient d'un retour vers une vie constitutionnelle normale, les avis restent mitigés quant à sa volonté d'aller vite vers un régime démocratique. Parce qu'il a voulu nommer un président du Conseil national de développement. Donc c'était 6 mois avant, lorsqu'il devait mettre le Conseil national de développement en place. Il m'avait dit, alors que j'étais à côté de lui comme Premier ministre, il m'a dit, maman, écoute, aide-moi à identifier quelqu'un qui va prendre le Conseil national de développement. Il m'a dit, ne regarde pas du côté des militaires. Il y avait, si vous vous rappelez, la charte nationale qui avait été votée par référendum. Nous avons remarqué qu'il avait civilisé le gouvernement
à tel point que je crois dans l'un des derniers gouvernements, il n'y avait aucun, celui-là que vous avez là devant vous, il n'y avait pratiquement aucun militaire. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'on allait déboucher sur un système démocratique tout de suite? Bon, il y a eu les travaux du CND, bon, c'est peut-être les prémices. En tout cas, moi, je n'aurais pas donné une date. Ce dont je suis certain, c'est qu'il essaie d'accélérer un peu le processus de mise en place des institutions de la société de développement, qui impliquait une plus grande participation des populations civiles à la gestion de la vie politique, économique et sociale du pays. La charte nationale devait être l'aboutissement de ce cadre qui devait permettre par la suite de mettre en place ces différentes institutions. Il avait le grand souci d'impliquer véritablement les populations dans la prise de décisions concernant la vie de l'État, à tous les niveaux. Mais je ne peux pas dire, puisqu'il ne me l'a jamais dit, que son intention était d'évoluer vers l'avènement d'un régime civil. Et je sais qu'il a, à travers la nomination des deux premiers ministres civils, voulu en quelque sorte associer de manière beaucoup plus proche les civils à la gestion du pouvoir militaire. Parce que le CMS avait tous les pouvoirs, mais je pense que ça fait partie des stratégies de gouvernance pour que les civils ne se sentent pas totalement exclus du jeu du pouvoir. Et ces fonctions de Premier ministre aidaient quand même à donner de l'espoir aux civils pour qu'eux aussi montent jusqu'au sommet de l'État à côté des militaires. Maintenant, son intention était-il d'évoluer vers un régime civil? Je ne peux pas l'affirmer. Le boom de l'uranium aidant, le régime va s'investir au plan économique à de nombreuses réalisations. Infrastructures routières, aménagements hydro-agricoles, bâtiments administratifs, complexes culturels et sportifs. En 1974, le Niger avait comme route bitumée Niamey, Dosso, Maradi, Tchadoua, Gudenroumichi, Maradi, Tchadoua, 5 km. Taketa Zandar, c'est tout. Et on a quand même réussi à continuer à faire Dosso, Douchi, Koni, Madawa, Gudenroumichi. Et on a réussi à faire Zender, Taketa, Tchadoua, Zender, Gouré et la route de l'unité. Vous vous rappelez la route de l'unité qui à elle seule fait 430 km. Gouré, Guingimi. On a réussi quand même à faire à partir de Koni, Tawa, Agadez, Arlit, ce qu'on appelle la route de l'uranium, la RTA. Elle fait à elle seule 600 et quelques kilomètres. Bref, à la fin de la décennie 74-84, nous avions en Afrique de l'Ouest, j'ai dit bien en Afrique de l'Ouest, le premier tronçon le plus long à l'intérieur d'un pays, Tillabéri-Guingimi, 1600 km. Ça fait exactement Niamey-Bamako. Même le Nigeria n'avait pas les aménagements hydro-agricoles. Je peux peut-être des têtes vous citer. Il est vrai qu'il faut être honnête. Le régime Diouri avait commencé. On a poursuivi, on a achevé certains, tels que Kolo, Ndouga, Saï, Saga, Toula, Koutkale, Furgun, Tchagiri Amon, Tchagiri Aval, et je n'oublie certainement. Les retenues collinaires dans la région de Tawa, qui est propice à des retenues collinaires ou ce qu'on appelait des épandages de crues. On a fait, je peux vous citer de mémoire, Keta, Ibouhaman, Guidamagaji, Boulela, Kaura Abdou, Koni, Galmi, et certainement je n'oublie. Bon.
Voilà ce qu'on a réussi à faire. Dans le domaine des infrastructures administratives, mais les ministères sont là. Le plan n'existait pas, le ministère du plan n'existait pas. Le ministère de l'enseignement sup n'existait pas. Le ministère des Affaires étrangères, c'était un bâtiment de l'époque coloniale qui servait de secrétariat au gouvernement. Le stade Sénou-Kounché n'existait pas. Le palais du sport n'existait pas. Le ministère de la jeunesse n'existait pas. Et la cité Fessal n'existait pas. La cité Poudrière, est-ce qu'elle existait? Elle n'existait pas. Il y a aussi les structures bancaires. Les structures bancaires, BDRN, en ce qui concerne une banque à participation de l'État, mais les banques purement privées, la BIO, n'existaient pas. À l'intérieur du pays, à l'occasion du festival, les 7 régions qui existaient à l'époque ont été dotées d'infrastructures. Et y compris même la plupart des résidences des préfets et des sous-préfets ont été refaites et reconstruites à cette occasion-là. En matière d'infrastructures scolaires, il faut voir tous les lycées, il y a presque un lycée par région. Il y a presque, au plan culturel et sportif, un terrain de sport dans chacune des régions, une arène de lutte dans chacune des régions. Donc il a, pendant son court séjour sur terre, pendant la période de son mandat, de l'exercice du pouvoir, il a su quand même ne pas perdre de vue ni les secteurs économiques, ni les secteurs social, ni les secteurs culturels et sportifs. Donc il fallait apprendre bras le corps tous ces secteurs, parce que dans les pays comme les nôtres, tous les domaines sont prioritaires. Il n'y a pas un domaine qui soit plus prioritaire que l'autre. Au niveau, disons, du premier degré, nous avons, c'est un héritage évidemment qu'il a, disons que son régime a déjà trouvé. Il fallait le reconnaître, l'ancien régime a fait ce qu'il peut, mais il faut dire qu'il a donné une impulsion considérable au développement de l'enseignement primaire. On se rappelle les constructions de classes à l'époque qui avaient été initiées pour résoudre le problème récurrent des hangars qui apparaissent dans les choses. Ce processus a continué et ce qui fait que à la fin, disons, de son régime, le Niger se trouvait doté d'un stock considérable d'écoles. On peut les considérer à l'époque à peu près à 2000, vers la fin des choses. Si on peut considérer qu'il y a à peu près 2000 villages, villes et villages qui étaient atteints par chose, sur 9000 à peu près quelque chose. Évidemment, le chemin était long. Bon, mais par rapport à l'ancienne période, à l'ancien régime, il a, disons, presque doublé la mise. Maintenant, ça c'est pour les infrastructures. Au niveau, disons, parce que il n'y a pas que les infrastructures. Ce qui importe dans l'éducation, c'est surtout les hommes. C'est la qualité, disons, des hommes. Donc là, il a perfectionné le système qu'il avait trouvé de formation, parce que le système fonctionnait sur l'enseignant professionnel, c'est-à-dire l'enseignant qui est formé pour le premier cycle dans un cours normal, puis dans une école normale. Et formé, c'est-à-dire qu'il est encadré dans une structure pédagogique destinée à lui donner l'expérience, à lui donner les outils pédagogiques pour accomplir sa mission et à le mettre dans les conditions aussi. Ce qui fait que l'enseignant qui sortait des écoles normales était vraiment un produit qui était très performant sur le terrain et qui peut régulièrement, souvent en période de fête, même à l'avance. Et on a le général Kounché a même imaginé, et pas seulement pour les enseignants, les indemnités des zones désertiques
L'université, à l'époque, est vraiment sous l'impulsion du général, on peut dire qu'elle a abondamment cultivé l'excellence. Sans peut-être exagérer, même si elle n'était pas la première université, disons, de l'Afrique de l'Ouest, elle était au moins la deuxième. Parce que c'était une jeune université, elle est créée en 71. Mais à cause de l'atmosphère qu'on a pu faire entretenir, d'émulation, de compétitivité entre les étudiants et aussi la valeur des enseignants et surtout la sécurité qu'on a pu faire obtenir, puisque à l'époque, les étudiants avaient tout ce dont ils avaient besoin, les bourses étaient payées régulièrement, souvent même à l'avance, le restaurant universitaire était abondamment et donc fourni, les professeurs avaient leur salaire, et en tout cas des salaires respectables et payés à temps. Donc nous estimons que toutes les conditions étaient réunies. Et les résultats étaient fantastiques parce que les étudiants nigériens, même en France, arrivaient à tenir dans les universités françaises les plus difficiles. Il a procédé à des investissements dans des bâtiments, dans des routes. Et puis, il y a eu un certain nombre d'infrastructures scolaires et universitaires. En fait, Kounché a investi donc dans le domaine des infrastructures des bâtiments et des infrastructures routières. C'est une question de choix d'investissement. Moi, en ce qui me concerne, en tant qu'économiste, je préfère des investissements directement productifs. C'est-à-dire des investissements en matière d'usine, des investissements en matière d'aménagement hydro-agricole. Il en a fait avec celui qui a créé l'ONAHA. Des investissements en matière de construction de sociétés commerciales et industrielles, etc. etc. Donc, je préfère, en ce qui me concerne, cette option-là. Mais la mévente, la chute du prix de l'uranium, qui représentait 80% des recettes à l'exportation, combinée au déficit céréalier de 1984, amélioreront le redressement économique. La situation du Niger, placée en 1983 sous le contrôle du FMI, le Fonds monétaire international, demeure précaire et le fort endettement extérieur, 325 milliards de francs CFA, rend complexe les perspectives de redressement économique amorcées. Avec le boom de l'uranium, il y a eu beaucoup de réalisations. En particulier dans le domaine des routiers. Il y a beaucoup de routes. Dans le domaine de l'environnement, il y a eu beaucoup de projets. Donc, l'environnement, agriculture. Il y a eu beaucoup de problèmes de redressement dans le cadre des sociétés. Mais à un certain moment, lorsque le prix de l'uranium a commencé à chuter, évidemment, la préoccupation, c'est surtout la restructuration de l'économie. C'était le temps des ajustements structurels. Ce n'est pas une tâche facile. Hein. Il fallait vraiment prendre tout son courage et s'organiser de la façon la plus engagée pour prendre certaines mesures qui peuvent paraître impopulaires, mais il fallait le faire pour redresser la situation, sinon on allait continuer vraiment à s'endetter et puis à ne plus être en mesure de payer nos dettes. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. La sécurité interne et externe seront alors de mise. La suite, nous la connaissons. Quand vous prenez le pouvoir, et je dis bien encore dans le contexte à l'époque, peut-être même aujourd'hui, même les grands États, vous ne pouvez pas garder un pays dans lequel il n'y a pas de renseignement. C'est impossible. Le renseignement coûte plus cher que tous les restes, coûte même plus cher que le fonctionnaire. Pourquoi? C'est parce qu'il faut qu'il y ait la paix. La paix qu'on dit à la bouche, là, c'est quelque chose qu'il faut tisser, garder, protéger, prendre tous les risques possibles, si vous voulez. Ce n'est pas tout le budget de l'État qu'on prend pour donner au renseignement. Mais quand on dit au renseignement ici, les gens regardent que
la police politique, la police pour arrêter les gens, la police est là pour emprisonner les gens. Ils faisaient leur renseignement à tous les niveaux, l'extérieur, à l'intérieur, des antennes, dans les ambassades, partout on avait des gens. Maintenant, le reste, vous le savez, tous les États travaillent ensemble. Hein.